Quel est le rôle de la littérature pendant la guerre? Quelle transformation de l'identité ukrainienne durant les dernières décennies? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Andrei Kurkov, l'écrivain, traduit en plusieurs langues, dont le français. Bonjour André, et tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre interview pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. Vous êtes écrivain qui est traduit en plusieurs langues étrangères et surtout en français. Vous êtes un écrivain très lu et connu et écouté en France. Ma première question pour vous dans ce contexte, quelle serait l'image de l'Ukraine aujourd'hui en France? Quelles questions on vous pose et comment cette image de l'Ukraine a-t-elle changé depuis février 2022? Bonjour, merci pour cette question. Oui, on peut parler d'histoire et d'évolution d'image d'Ukraine en France, parce que je me souviens à partir du début de la guerre en grande échelle, en mars, en avril 2022, quand j'ai fréquenté la France et je parlais au public, il y avait beaucoup de questions historiques, beaucoup de questions qui montraient que le public ne comprend pas l'histoire et les raisons pour cette guerre, pour cette atrocité russe incroyable. Et comme ça, la première année, ou un an et demi, j'ai expliqué en France, mais pas seulement en France, les raisons historiques pour ça. Et aussi, j'ai essayé à classifier cette guerre parce que c'est pas une guerre seule, unique, qui commençait en 2014. C'est une guerre qui commençait en fait en 1709. C'est la bataille de Poltava, en fait, était la première bataille de cette guerre. Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin de parler d'histoire parce que les gens qui soutiennent l'Ukraine, qui s'intéressent à la politique mondiale, à ce qui se passe chez nous, ils savent déjà l'histoire, ils comprennent la motivation de Poutine et ce qu'il veut achever. Mais aujourd'hui, c'est une autre question, c'est déjà que sur la réalité et sur la solution de cette situation grave et complexe. Voilà, donc la situation évidemment est très grave puisque la guerre continue et parce que malgré tout le soutien que nous bénéficions de la part de la France, des pays francophones, mais aussi de nos autres partenaires, on n'arrive pas à terminer cette guerre rapidement. Quand vous avez commencé votre carrière, si on peut dire comme ça, comme écrivain, en France, notamment, vous étiez traduit, plusieurs de vos livres ont été traduits en France. Comment la perception de vos œuvres a-t-elle changé? Est-ce que vous pouvez dire qu'après la grande invasion russe, il y avait plus d'intérêt pour vos œuvres qu'avant? Oui, il y avait une vague concrète, je crois, d'intérêt pour toutes les choses ukrainiennes. La musique ukrainienne, le cinéma, les livres, et bien sûr, mes livres étaient parmi les livres qui étaient tout de suite plus importants pour les gens, parce que, en fait, c'est une tradition aussi spécifique francophone. Avant de voyager à un pays, les gens cherchent les romans ou non-fiction sur ce pays pour mieux comprendre en avance qu'est-ce qu'ils vont voir là-bas. Et je me souviens que presque tous les diplomates français qui étaient venus en Ukraine à partir de 2000, ils étaient venus et me cherchaient pour me dire qu'ils lisaient Le Pingouin.
Oui. C'est-à-dire, le Panama reste, comme toujours, pour 25 ans déjà, un livre très connu, très lu en France, en Japon, pas partout. Mais récemment, j'ai remarqué que l'intérêt pour non-fiction était devenu beaucoup plus important, plus dynamique. Et aujourd'hui, j'ai publié 2 livres en français sur la vie en Ukraine pendant la guerre. Le 3e livre va sortir en français, je crois, en février ou en mars. Et maintenant, ces livres, avec un de mes récents romans, Les abeilles grises, ils sont plus intéressants pour le public que le pingouin. Oui, oui, donc Oui. là, il y a aussi le film qui va bientôt sortir en Ukraine, qui est basé justement sur les abeilles grises, voilà, votre dernier roman. Quand on parle de ce que vous avez évoqué, le genre documentaire qui s'impose, vous avez publié, je me rappelle, vous me corrigez si je me trompe, quelle année c'était, le journal de l'Ukrainien, c'était sur les Maïdan, c'est Oui, ça 2015. 2015, donc c'était sur les événements 2013-2014, donc où vous avez essayé de décrire comment est-ce que cette histoire qui s'est mise en mouvement, comment est-ce qu'on se sent à Kiev. Mais vous êtes plutôt auteur de fiction, on vous connaît, voilà, comme quelqu'un qui fait de fiction. Est-ce que vous considérez que le documentaire, comme genre, comme approche, il va s'imposer davantage que si la guerre continue? Oui, on peut dire que les tendances se changent chaque 3-6 mois. C'est-à-dire, aujourd'hui, les livres documentaires sur la guerre, sur la réalité, est bien lu, mais les livres sur l'histoire ukrainienne sont déjà moins lus par les francophones. C'est-à-dire qu'il y avait, j'espère, un certain pourcentage de lecteurs qui étaient intéressés dans l'histoire pour construire dans ses pensées la situation, reconstruire et essayer de comprendre. Ce public est déjà satisfait, c'est-à-dire. Mais il cherche plus d'informations, c'est-à-dire l'information plus récente, les tendances actuelles. Une autre chose, bien sûr, les livres documentaires ont une vie aussi courte. Les romans peuvent rester pour beaucoup des années actuelles, mais les livres documentaires, ils peuvent exister sur le marché 12 mois, 15 mois, et après, ils partent. Ils disparaissent. Voilà, il représente un intérêt pour un historien, pour qu'il s'intéresse à des événements présents. Il reste dans les bibliothèques, il reste chez journalistes, dans les bibliothèques privées, mais il ne jouait pas le rôle déjà actif dans le milieu des lecteurs, dans le milieu des intellectuels. Vous avez évoqué les livres d'histoire et vous avez évoqué justement cette année de la bataille de Poltava comme un certain point tournant dans ces relations russo-ukrainiennes et qui nous ont évidemment marqué tous, mais qu'on a du mal à expliquer. Comment peut-on résumer, selon vous, cette histoire russo-ukrainienne qui dure depuis justement Poltava? C'est une agression, c'est une histoire de colonialisme, c'est une histoire de décolonisation, c'est une histoire de quoi? C'est un mélange intéressant. C'est un mélange de colonisation et de corruption politique et financière. C'est-à-dire, l'élite ukrainienne était fait corrompue par l'élite russe. L'élite russe a toujours essayé d'acheter les gens importants en Ukraine pour, en utilisant ces gens, vraiment influencer le public, influencer l'opinion publique dans le pays et bien sûr garder l'Ukraine comme le territoire et comme une source de culture aussi et d'agriculture pour eux-mêmes, pour la Russie, pour l'Empire russe. Oui. Et bien sûr, il y avait toujours des Ukrainiens qui résistaient à ça. Il y avait aussi toujours des représentants d'élite qui se résistaient contre ça. Et l'histoire de Mazepa, c'est un exemple magnifique parce que c'était quelqu'un qui était acheté.
qui étaient achetés par le tsar russe. Et après, par hasard, pas par hasard, on ne sait pas, mais il est redevenu un Ukrainien. Il est redevenu quelqu'un qui pensait d'Ukraine indépendante, Ukraine libre, Ukraine différente des Russies. Oui. Et donc, qu'il était considéré, pour cela, il était considéré comme traître dans ce discours russe depuis des siècles, quoi. Donc, Mazepa, je crois que c'est devenu presque un nom propre. En russe, on dit Mazepa, c'est quelqu'un qui a trahi, en fait, le discours officiel. Nous avons visité, d'ailleurs, récemment Baturin. Voilà, cette vieille capitale cosaque dans la région au nord-est de l'Ukraine, Soumy, Tchernigiv. Et donc, évidemment, cette image de Baturin, cette capitale qui a été massacrée d'une manière la plus cruelle possible en 1708, donc hommes, femmes, enfants, tout le monde. Donc, c'était quelque chose de très marquant pour nous que de revoir cette capitale, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, et on a visité cette ville, cette forteresse qui était reconstruite sous Yushchenko, notre président, dans les années 2000. On l'a visitée au temps de l'alerte aérienne russe. Et le musée était fermé pour cette raison. Et on se dit, tiens, cette histoire qui avait commencé en 1708, elle continue de quelque sorte aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a le risque que des missiles ou les drones russes arrivent jusqu'à Baturin, comme il y a 300 ans. Donc, vous voyez cette continuité, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et en fait, le même niveau de violence. Les violences contre les Ukrainiens, c'est aussi un signe plutôt de décolonisation. C'est-à-dire, c'est pour la Russie, les Ukrainiens restent les rebelles. Ils n'ont pas droit de se rebeller, résister, combattre pour l'indépendance parce qu'ils appartiennent à la Russie. C'est ce qui est dans chaque tête des gens à Kremlin en Russie. Oui, vous avez évoqué ces deux voies de mener la guerre, l'agression, ou de genre Baturin ou n'importe, et cette corruption. Vous avez évoqué corruption comme moyen de corrompre les élites ukrainiennes pour qu'ils deviennent pro-russes sans que les Russes emploient la force. C'est très proche du concept de la guerre hybride, n'est-ce pas, en quelque sorte? Oui. Parce que c'est hybride, ça, c'est parce qu'ils essaient. Nous avons vécu le régime de Yanukovych, c'était sans doute le dernier président ouvertement pro-russe et corrompu. Là, depuis, on a eu Poroshenko, on a eu Zelensky, mais on a toujours des tentatives de corrompre cette élite-là et de proposer cette solution diplomatique qui ne serait que de soumettre l'Ukraine à la volonté de Kremlin, mais par d'autres moyens, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et en fait, je suis sûr qu'au Kremlin, les politologistes, les gens qui contrôlent la situation politique, ils cherchent les gens en Ukraine aujourd'hui qui peuvent être utilisés dans l'avenir comme les représentants du monde russe, les gens qui seront prêts de parler publiquement sur la nécessité de continuation des métiers russo-ukrainiens et tout ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas de parti politique pro-russe, c'est impossible. Et bien sûr, je ne peux pas imaginer une partie comme ça aussi après la guerre. Mais on peut attendre des scénarios très hybrides, très complexes, très sophistiqués, créé par les services secrets russes pour essayer à montrer qu'il y a un mouvement pro-russe, un mouvement pour l'amitié, un mouvement nostalgique de l'Union soviétique ou des choses comme ça. Et il faut être préparé pour ça. Ça peut venir d'Odessa, ça peut venir, je ne sais pas, des Zaporizhzhia, de Kiev aussi. De Kiev, oui. Oui, ça peut venir de partout, ça peut venir de certaines générations et aussi des générations nouvelles, parce que parfois, je suis à chaque fois étonnée quand on rencontre des gens qui ont 20 ans et qui ont cette nostalgie de l'Union soviétique, c'est-à-dire de systèmes où ils n'ont jamais vécu. Oui. Donc, c'est-à-dire que le passé
Attends, parlons de l'identité. C'est une question qui est souvent posée à nous les Ukrainiens. Qu'est-ce que c'est l'identité ukrainienne? Vous observez l'Ukraine exister depuis plusieurs décennies. Donc, voyez comment ça se développe. On peut parler d'identité régionale, mais commençons par l'identité nationale. Donc, aujourd'hui, et il y a 30 ans, être ukrainien, comment est-ce que c'est différent aujourd'hui ou c'est toujours la même chose? Et qu'est-ce que ça veut dire déjà aujourd'hui, être ukrainien? Oui, il y a 30 ans, les gens se considéraient les citoyens ukrainiens sans pensant sur la question d'identité. Parce que c'était un peu comme nuage, c'est-à-dire c'était pas clair. Il n'y avait pas de partis politiques et aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de partis politiques avec idéologie, avec des idées concrètes, des programmations pour les prochaines 20 ans. Et comme ça, la question d'identité était formée par la guerre, par la résistance, par la compréhension qu'on peut rester libre seulement si ton pays reste libre. C'est-à-dire, les gens commençaient à chercher son identité. Et ils le trouvaient sans problème grâce à l'agression russe. Mm-hmm. Parce que si tu es contre Poutine, contre Russie impérialiste, tu es déjà quelqu'un avec identité très forte. Tu as déjà des idées, qu'est-ce qu'il faut faire, et tu comprends la responsabilité de chacun dans cette situation pour l'avenir du pays, pour l'avenir des nations, pour l'avenir de l'identité. Et oui, je me souviens, dans les années 1990, la vie était dure, très dure. Les gens pensaient des survies, pas des identités, des choses politiques. Et oui, chacun acceptait qu'il habite maintenant ou pas dans l'Union soviétique, mais en Ukraine indépendante. Mais à Ukraine indépendante, c'était quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mm-hmm. C'est-à-dire, l'État était absent. Le système d'État était vraiment absent des vies sociales. Dans la vie politique, oui. Économique, oui. Mais dans la vie sociale, dans la relation entre un citoyen et son État, il n'y avait pas de relations. Aujourd'hui, comme on peut dire, ces discussions des derniers quelques jours sur l'idée du président Zelensky à donner 3000 km par chemin de fer à chacun qui veut voyager. Gratuitement. Oui, gratuit, oui. Et je vois, chacun écrit, mais c'est pas normal, il faut payer pour tous. Notre chemin de fer a besoin d'argent, pourquoi le chemin de fer doit donner les cadeaux aux gens? Et c'est déjà le signe on peut dire, des nations économiques, des nations responsables pour l'État, pour le budget d'État. C'était pas une discussion au Parlement. C'est sur Facebook, c'est sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, les gens qui participent dans ces discussions, c'est les gens avec identité ukrainienne qui pensent de l'avenir du pays et de son avenir dans ce pays. Et qui sont dans l'approche qui ne serait pas égoïste, c'est-à-dire que, allons, on va profiter, n'est-ce pas, de ce cadeau de Zelensky, mais ils pensent, comme vous dites, au contraire, d'une manière responsable, qu'est-ce que ça va faire aux caisses d'État que d'offrir à chaque Ukrainien 3000 km gratuits de parcours en chemin de fer. C'est-à-dire, ça change beaucoup, n'est-ce pas, de cette attitude des années 90 et même peut-être 2000, population appauvrie, évidemment, voilà, les gens aussi avaient les habitudes. Vous serez d'accord si je dis que c'était les habitudes soviétiques que d'attendre quelque chose de l'État qui serait fort et qui va tout donner à un citoyen? C'est très soviétique. C'est très russe. Aussi. Les cadeaux du tsar. Et bien sûr, montre qu'en fait, le populisme traditionnel perd sa position en Ukraine. Il y aura toujours du monde qui attendront des cadeaux, mais bien sûr, les jeunes, les gens actifs, ils n'acceptent pas les cadeaux. Mm-hmm. Ils veulent payer, ils veulent
avoir la relation entre leur-même et l'État sur le niveau civilisé. Oui, avec la responsabilité d'État, responsabilité d'individu. Voilà, donc c'était une idée qui est très ukrainienne et qui se confirme par l'histoire. Les Ukrainiens avaient toujours les problèmes avec l'État. L'État était là, après il disparaissait, il était démantelé, il était massacré. Et après, l'État c'était quelque chose de fragile, c'est que nos amis à l'étranger comprennent pas toujours, c'est que les Ukrainiens c'était un peuple qui manquait d'État. Et donc même aujourd'hui, l'État est faible. Yeah. C'est-à-dire que c'est l'État, nous devons protéger. L'État, ce n'est pas notre père, comme on dit, mais l'État, c'est notre enfant. Donc, c'est l'enfant de toute cette communauté-là, et nous devons le protéger, être raisonnable, être sage, pour qu'il tienne debout, parce que c'est de l'existence de l'État dépend notre l'avenir. Parlons de la question qui est évidemment liée à la question de l'identité. La question de la langue ukrainienne et russe. Vous êtes écrivain, vous avez écrit en russe la quasi-totalité, on va dire, de votre œuvre. On vous a évidemment souvent posé la question, pourquoi comme ça? Et comment est-ce que vous faites ces décisions à l'intérieur de vous? Moi, je suis ukrainien et j'écris en russe. Oui, parce que pour moi, on peut dire qu'il n'y a pas qu'une identité typique ukrainienne. On peut dire qu'il y a une identité pure. C'est quelqu'un qui est ukrainophone, né en Ukraine, ukrainien ethnique, qui fait tout en lisant les règles. C'est-à-dire, c'est quelque chose comme dans le laboratoire. Oui, et il y a des identités mixtes, identités fusion, et je suis un des représentants d'une de ces identités parce que j'étais né près de Leningrad. Ma grand-mère habitait à Kiev, ma tante, beaucoup de familles. À l'âge de 2 ans, ma famille, mon frère, mes parents étaient déménagés à Kiev et restaient pour toute la vie. C'est-à-dire, j'ai 64 ans, 62 ans, j'habite à Kiev. J'ai considéré et je considère aujourd'hui ma langue maternelle russe. Oui. J'ai appris ukrainien à l'âge de 12-13 ans dans l'école soviétique. J'ai fait les études, j'ai travaillé dans les années 80 dans la maison d'édition ukrainienne d'État Dnipro, où j'ai rédigé les traductions d'anglais en ukrainien. Mm-hmm. C'est-à-dire, et comme adolescent, j'écrivais les poèmes en 3 langues, en russe, en ukrainien et en anglais. Et pas en français? En français, non, j'ai jamais essayé, mais peut-être plus tard, oui. Mais je me souviens comment j'étais fasciné que chaque langue impose l'intonation, les émotions, mais aussi change les thèmes et change le regard d'auteur, parce que tous mes poèmes en russe était paradoxal et un peu abstrait. En ukrainien, mes poèmes avaient beaucoup d'humour et mes poèmes en anglais étaient toujours dépressifs. Mm-hmm. D'accord. Donc ça change la tonalité. Oui. Donc Mais ce que je veux dire, que je ne peux pas changer la langue maternelle. Je peux utiliser les autres langues. J'écris aujourd'hui en 3 langues. J'écris les textes pour les journaux, pour non-fiction en anglais, en ukrainien, en russe. La fiction, je continue à écrire en russe parce que c'est la langue que je me sens beaucoup plus libre. Mm-hmm. Et les livres pour les enfants, j'écris en ukrainien parce que c'est facile, parce que c'est une langue qui passe mieux pour les textes positifs que la langue russe. Mm-hmm. Les textes positifs. Aujourd'hui, ce que nous observons depuis la Grande Invasion, mais peut-être un peu avant, une décennie avant, ou peut-être même une décennie et demie avant, une certaine renaissance de la littérature ukrainienne, puisque nous avons beaucoup d'auteurs, beaucoup de noms, et déjà on peut dire
quelques générations, que à partir de Zabouchko, Androchovitch, après là maintenant vous avez toute cette jeunesse qui commence à écrire, souvent des auteurs très jeunes, comme, je sais pas, Arthur Drogne, ce jeune poète soldat, 24 ans à peine, 23-24 ans aujourd'hui, donc 20 ans au début de l'invasion russe, qui commence à devenir célèbre. Quelle est votre vision en fait sur ces nouvelles générations des auteurs et autrices qui entrent sur scène et qui sont présents? Poésie, légende documentaire, dramaturgie aussi un peu. Non, non, la scène littéraire ukrainienne pendant la guerre est devenue aussi champ de bataille, mais aussi un laboratoire où beaucoup des expériments sont faits très très vite avec beaucoup de résultats positifs et beaucoup des échos dans le public. C'est-à-dire la culture est devenue aussi la résistance, les moyens de résistance. Et bien sûr, chacun sait combien de gens de littérature ukrainienne étaient tués dans cette guerre. Aujourd'hui, c'est 260 ou plus. C'est-à-dire chacun qui écrit, il comprend qu'il faut écrire plus, il faut écrire mieux, il faut aussi prendre la place des collègues qui sont tombés dans la guerre. Oui. Et les gens comme Arthur Drogne, c'est un phénomène parce que, oui, c'est un poète, mais qui va définitivement écrire aussi la prose pour quelqu'un qui est tombé. Parce que c'est intéressant. J'ai lu son livre Hemingway. Non, c'est rien. C'est rien, oui. Et je vois que c'est un poète qui, petit à petit, devient auteur de prose poétique, mais aussi prose très dramatique. Et documentaire aussi. Et documentaire. Mais en fait, l'école des textes documentaires, c'est comme quelque chose nécessaire maintenant pour chaque écrivain ukrainien. Je parle d'Alexandre Mikhet, Artem Tchapay et les autres, et bien sûr les vétérans comme Saigon, Sergei Sergeevich, Martin Brest et Valéry Markus et les autres. C'est une autre direction. C'est un phénomène de prose militaire écrit par les vétérans, par les soldats, par les combattants de la guerre à partir du début de la guerre à 2014 à Donbass. Et cette génération est un peu à part des jeunes écrivains plus jeunes qui sont très actifs aujourd'hui. Mais ça, prose documentaire, va dans 5, dans 10 ans, va se transformer dans la prose, la fiction militaire, basée sur l'expérience, sur les événements dans la vie des auteurs. Et c'est très important. Et pour le public, ça reste, on peut dire, un travail à faire, c'est-à-dire il faut comprendre, il faut apprendre à lire ces livres, pas comme on lisait les livres auparavant. Oui. Donc c'est-à-dire il faut apprendre à être beaucoup plus engagé en lisant ces textes nouveaux. Oui, c'est tout à fait intéressant ce que vous dites par rapport à des nouveaux romans, à nouvelle fiction qui va encore venir d'ici 10 ans, 15 ans. Je me rappelle très bien cette phrase de Pavlo Casarin, lui journaliste, essayiste, même présentateur télé avant la grande invasion russe. Après, il s'est mobilisé d'une manière volontaire. Et je crois que c'était à Francfort, mais pas cette année, mais il y a 1 an ou 2 ans, il a dit cette phrase, on lui a posé la question « Où sont vos remarques ukrainiens ?» Et lui dit que moi je pense que nos remarques, ils sont dans les tranchées, en se demandant l'un ou l'autre s'ils avaient suffisamment de munitions. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement occupés qu'ils n'avaient pas le temps d'écrire la fiction. Et donc voilà, donc on peut dire que là, c'est cette étape documentaire qu'il a, parce que tout simplement la réalité dépasse en fait en quelque sorte toute l'imagination, tous les sujets sont ici. Et après, avec un peu de recul,
si on survit, c'est ça. Si on survit, si les auteurs survivent, après, il y aura l'étape des grands romans de fiction, du niveau de, je sais pas, Hemingway, Remarque, qui vont poser peut-être ce niveau-là pour plus tard et qui seront lus, j'en ai aucun doute, dans plusieurs langues. Parce que cette guerre, c'est un laboratoire humain aussi de sens, de tout en fait, qui est sans précédent, qui est différent par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, etc. Mais le problème, c'est que nous devons survivre jusqu'à là. Et que ces drognes, Kasserine, Saigon aussi, qui est dans les tranchées aujourd'hui, ils doivent survivre pour livrer. Oui. Donc là... Oui. Mais aussi, cette guerre est très facile à comprendre. C'est une guerre pour les livres scolaires sur l'histoire. C'est une guerre idéale pour comprendre la guerre, pour comprendre les choses bonnes, les choses mauvaises, et pour comprendre l'état du monde aujourd'hui. Oui, parce que... Pourquoi ? Parce que le bien et le mal... Parce qu'il y a un agresseur, il y a une victime, il y a un peuple qui résiste contre un pays 10 fois plus grand, ou 20 fois plus grand, parce que, parce que c'est si évident, si concret, et dans le même moment, c'est aussi le comportement d'Ukraine ici, c'est ce comportement d'un pays poétique. Pas seulement parce que les poètes sont aussi les soldats, mais parce que la réaction des gens sur les événements est très littéraire. On ne répond pas avec violence contre violence. On répond avec des mots. Et avec l'humour. Avec l'humour aussi. Lyrisme, avec tout. Oui. Et on crée de la littérature. Et on crée la littérature sur la guerre pendant la guerre. Pas après la guerre. Après la guerre, il y aura une autre littérature, peut-être avec beaucoup plus des images, des métaphores, des essais à comparer les choses. Mais aujourd'hui, il y a la culture de la guerre qui participe dans la guerre. Et ce fait qu'il y a des films produits sur la guerre, aujourd'hui pendant la guerre, il y a des pièces du théâtre, il y a des pièces musicales sur la guerre, il y a des poésies, bien sûr, et tout ça. C'est-à-dire, oui, la guerre est devenue une partie des vies presque normales pour les Ukrainiens parce que les Ukrainiens résistent, parce qu'ils ne sont pas allés dans le passé pour devenir encore une fois une colonie de la Russie impérialiste. Parce que l'Ukraine s'est réveillée à 2004, à 2013-14 et avant 2022. Merci beaucoup André pour vos réponses, pour vos explications et espérons que justement que cette guerre qui nous apporte autant de douleurs, autant de drames, autant de morts, qui nous apporte aussi beaucoup de la résistance, de la force et de la culture aussi. Merci. Et la littérature, évidemment, de la poésie, comme vous dites. Merci beaucoup. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Andrei Kourkov, l'écrivain traduit dans plusieurs langues, dont le français. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.